Mais à quoi tu joues? Faut pas l'avoir, hein. Et comment ça, qu'est-ce que je fais? Je cherche les villages qui devraient se trouver ici, d'après ma carte, tu sais. Champaubert, Chantecoq, Nuisement, ma carte dit que c'est ici. Et elle date de quand, ta carte, juste? Bah, elle date de 1974. Ouais, ça explique. Les villages en question sont sous l'eau. Oui, oui. Dessous, sous l'eau. T'es sûr? Et oui, inutile de chercher ces 3 villages, cela fait 50 ans que personne ne les a vus, car ils sont aujourd'hui sous le lac qui se trouve derrière nous, le lac du Der. De Champaubert, il ne reste que son église qui a été littéralement sauvée des eaux, et l'église de Nuisement a elle carrément été démontée et placée dans un musée à ciel ouvert, le village musée du Der qui se trouve à quelques pas d'ici. J'ai avec moi monsieur Daniel Dautel qui est guide bénévole sur le lac. Je pense qu'il est très bien placé pour nous en parler. D'autant que, si j'ai bien compris, vous êtes né dans un des 3 villages qui aujourd'hui n'existe plus. Alors c'est pas tout à fait ça. J'ai mon grand-père qui est né dans une ferme champêtre sur la commune de Giffoumont. Oui. Donc la ferme en question est aujourd'hui sous les eaux. Ouais. Par contre, je suis né à quelques kilomètres du village du Der. Donc c'est un secteur que je connais depuis très longtemps de par mon âge et auquel je suis fort attaché. Et je passe aujourd'hui une partie de mon temps avec différents amis à maintenir cette mémoire parce que, si vous voulez, il y a eu 2 temps. Il y a eu la création de l'ouvrage, on en discutera, qui est aujourd'hui incontestable, indispensable. C'est vraiment un succès. Mais pour parvenir à cette réalisation, vous l'avez dit, on a dû faire disparaître 3 villages. C'est énorme. Parce que 3 villages, c'est à peu près, on a dû faire expatrier 300 personnes. Et au-delà de ça, dans chacun des cimetières des 3 villages, il y avait des tombes. Il a fallu exhumer les corps. Donc ça a été une période très, très douloureuse. Ah oui, j'imagine, oui. Un ouvrage aux dimensions colossales. Alors, c'est vrai que quand on arrive dans le secteur, on est déjà étonné de voir l'immensité du plan d'eau. Il est grand, hein? Il est grand. Il fait 4800 hectares d'eau, mais avec les emprises au sol pour le canal d'Amné, le canal de restitution, plus le périphérique protégé. Donc, il y a eu d'exproprier 5500 hectares sur 13 communes. Ah oui. Donc ça ne concerne pas que les 3 villages, en fait. Il y a des terres qui appartenaient à d'autres communes. Ah, ben bien sûr. Effectivement, parce que c'est très grand. Le canal d'Amné permet d'alimenter l'ouvrage en captant l'eau en amont de Saint-Dizier. Oui, je l'ai aperçu d'ailleurs, le canal. Donc, le canal d'Amné fait 12 km. Il passe sur les communes ou les villes de Saint-Dizier, de Moilin, de Valcourt, d'Éclaron, aussi sur une partie du foncier de Braucourt. Et pour la restitution, là, on est toujours sur le canal, puisque l'ouvrage est en dérivation de la Marne. Et là, il faut passer sur les communes de Larzicourt et d'Arigny. Donc, l'ensemble des propriétés, des communes qui ont été expropriées, ça en fait 13. 13 communes. 13 communes. 5500 hectares. 5500 hectares, c'est un point de repère. Ça représente la moitié de Paris avec les bois de Boulogne et les bois de Vincennes. Ah oui, effectivement, ça donne une idée. C'est pour ça que je m'efforce toujours, si vous voulez, pour être concret, d'essayer de trouver des comparatifs pour bien évaluer les choses. Les raisons de la création du lac du Der Chantecoq. Donc le lac, il a été fait pour réguler le cours de la Seine à Paris. Et on pense que c'est la première vocation. Non, finalement, la première vocation, quand on parle de réguler, c'était surtout d'amener de l'eau à Paris en été. C'est-à-dire que si on n'avait pas les ouvrages, qui sont multiples, il y en a 5 pour réguler la cour de la Seine. Le premier est sur Lyon, c'est le lac de Pansière. Le second, c'est le lac Aube. Le troisième, c'est le nôtre. Et les 2 derniers, toujours dans l'Aube, c'est les lacs du Temple et d'Amance qui sont sur ce périmètre. Tout ça pour avoir de l'eau en été à Paris. Voilà. Notamment. Le plan d'eau ici, là, c'est une réserve de 350 millions de mètres cubes. C'est énorme.
350 millions de mètres cubes. Alors, aussi une autre comparaison, vous avez là une fortune. Parce que si on prend le mètre cube, le prix d'achat de l'eau, simplement sans les traitements, l'eau, ça représente à peu près en moyenne 2,50, 3 euros le mètre cube. D'accord. 350 millions de mètres cubes, c'est-à-dire que là, lorsqu'il est plein, vous avez un capital de 1 milliard d'euros. Eh oui, en regardant juste l'eau comme ça, on n'y penserait pas, mais effectivement. Alors, ça, c'est l'aspect comptable. On ne peut pas revendre la totalité de cette eau, parce qu'elle est réservée donc surtout pour la navigation, pour des questions d'hygiène et un tas de choses. Donc cette eau-là n'est pas revendue en totalité. Mais là, quand même, on a un trésor qui est loin d'être imaginé par le public. Effectivement, la preuve, c'est que j'y avais pas pensé, mais oui, vous avez raison. Et puis rien qu'en retombée économique de par son existence et son utilisation, de toute façon. J'imagine qu'il doit y avoir, depuis l'existence du lac, de très très grosses retombées économiques localement, mais aussi sur Paris, parce que pour eux c'est une ressource. Oui, alors ça c'est la deuxième activité. C'est la deuxième activité parce que le lac, donc on l'a vu, il est fait pour réguler la cour de la Seine, amener de l'eau l'été et aussi éviter les crues l'hiver. Et ce qui a déclenché, si vous voulez, différentes réflexions pour amener à la réalisation de ce projet, c'est surtout la crue de 1910 qui a été impressionnante parce que c'est la crue la plus importante de la Seine. À l'époque, en 1910, l'agglomération parisienne, il y avait à peu près 5 ou 6 millions d'habitants. Et la crue, et c'était au mois de janvier, elle a duré 3 mois. Et pendant 3 mois, une grande partie de la ville a été sous les eaux. Le métro qui venait d'être livré ne pouvait plus circuler. Ah bah forcément. Les poubelles n'étaient plus ramassées. Les gens, les Parisiens, ils prenaient les poubelles et les jetaient par les fenêtres. Les hôpitaux ne fonctionnaient plus. C'était vraiment une catastrophe. Le coût de la crue de 1910 se représenterait aujourd'hui, avec l'activité économique que l'on a sur Paris, qui est bien sûr de 1910 à aujourd'hui, c'est bien amplifié, ce sera un coût à peu près de 30 ou 40 milliards. Ah oui. Donc les conséquences étaient tellement importantes qu'il a fallu être sérieux et je dirais prendre à bras le corps ce problème qui avait été déjà, si vous voulez, pris en compte et pris en charge par la ville de Paris. Ça consistait dans un premier temps, avant la crue de 1910, on avait déjà fait des aménagements, c'était canaliser le cours de la Seine, c'était nettoyer les berges, c'était supprimer des méandres. Donc vous voyez, beaucoup de projets ont été entrepris. Aussi sur Paris, au 18e, on a, sur la Seine, vous aviez de nombreux ponts, y compris habités. Il y avait des constructions sur les ponts. Oui. À la façon médiévale, j'allais dire. Absolument. Donc tous ces ouvrages-là, on les a aussi fait disparaître parce qu'on voulait faciliter le débit des eaux pour réduire les conséquences des crues. Ça demandait beaucoup de temps, mais on a vite compris que c'était insuffisant. C'est pourquoi il fallait passer à un stade beaucoup plus important. Et les premières recherches, si vous voulez, pour évaluer les ouvrages d'art exceptionnels qu'il fallait entreprendre, les premières recherches, les premières fouilles, remontent au 19e, et c'était surtout des techniciens des ouvrages de la ville de Paris, en particulier un des techniciens qui a fait une partie de son service militaire dans la région, a remarqué que la région était propice, si vous voulez, à réaliser des ouvrages de cette nature, parce que là, le lac n'est pas là par hasard. Comme je vous disais tout à l'heure, on prélève l'eau dans la Marne. La Marne, c'est un des plus gros affluents de la Seine, et c'est la rivière qui a porté le plus d'eau dans la Seine. La Marne, d'ailleurs, est la plus grande rivière de France. Donc, il y a la Marne. Il y a aussi une autre raison, c'est que là, sous les eaux, vous avez une couche d'argile de Gaux qui fait à peu près 30 mètres d'épaisseur. C'est-à-dire que l'eau qui rend le fond pendant étanche. 6 mois, voilà, rend la cuvette étanche. Et il y avait aussi une densité de population qui était relativement faible. C'est pour ça que quand on cumule, si vous voulez, tous ces paramètres, la zone était divine. Et là aussi,
dans cette partie d'agence du bassin Seine-Normandie, qui est la plus importante de France, puisque sur le territoire français, il y a 5 agences de bassin qui correspondent au fleuve, au Rhin, au Rhône, à la Loire, à la Garonne et puis à la Seine. Donc cette agence est la plus importante. Elle est plus importante de par sa surface et aussi elle est plus importante de par sa population. C'est pas par hasard, c'est parce que Paris est au cœur de cette agence de bassin Seine-Normandie. Et là, nous sommes dans une zone humide, donc on a des chances d'avoir de l'eau, je dirais presque en permanence, dans une zone humide qui fait à peu près, c'est un bondon de 400 km de longueur sur 200 km de hauteur. Cette zone humide est répertoriée par les accords de Ramsar. C'est des accords qui ont été validés, si vous voulez, par la présence de nombreux pays sur la communauté internationale. Et aujourd'hui, on y est de plus en plus attaché, puisqu'avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que l'eau, c'est quelque chose de précieux. Sur la planète, il y a 8 milliards d'habitants. Vous avez 40% de cette population qui est à la limite de rupture d'eau. Donc vous voyez, c'est quand même assez important. Et aussi, sur ces 8 milliards, vous avez 2 milliards 600 millions d'habitants qui ne sont pas reliés à l'eau potable. Donc vous voyez je sais qu'il y en a un certain nombre. Que l'eau, c'est quelque chose de précieux. De précieux. Il y a l'air, mais il y a aussi l'eau. Et effectivement. Les 3 villages sous le lac du Der. Donc nous disions tout à l'heure que ce lac a été créé aux dépens, on va dire, de 3 villages de populations qui ont dû être déplacés. Ça n'a pas dû se passer, j'imagine, dans une entente tout à fait cordiale. Il y a dû y avoir des tentatives pour que ça ne se fasse pas, je suppose. Alors que quand les locaux ont vu au fil du temps que le projet de créer des ouvrages pour réguler le cours de la Seine prenait de la consistance, que les choses allaient finir par être, je dirais, concrètes et indispensables, bien entendu, les maires des communes, les habitants, se sont mobilisés contre le projet, en sachant pertinemment que leur initiative avait peu de chances d'aboutir, parce que c'était un rapport de force. Paris à l'époque, oui, forcément, c'était à peu près 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants contre 300 habitants, ils ne faisaient pas le poids. Et le pot de terre contre le pot de fer, littéralement. Exactement. Et aussi un des politiques qui a, je dirais, donné un coup de pied pour faire démarrer les choses, c'était Aristide Briand. Donc quand tous les responsables nationaux se mettent sur un projet de cette envergure, on sait pertinemment que la chose est perdue. Pour autant, il fallait se mobiliser pour s'efforcer, je dirais, d'atténuer et de réduire les conséquences du projet. Le syndicat de défense, qui a été créé en 1962, dans un premier temps, avait, je dirais, remis en cause les études pour essayer de proposer la réalisation d'un ou 2 ouvrages identiques à celui qui avait été imaginé, avec la particularité d'éviter les communes, je dirais, qui allaient disparaître. Et ce projet a été abandonné, qui avait été proposé a été abandonné parce qu'il était trop onéreux et trop dangereux. Donc nous sommes revenus à la première étude, et quand on a, je dirais, rentré dans le dur c'était quoi? C'était le périmètre. Le périmètre, les expropriations. Il faut savoir que sur ces 3 villages, il y avait aussi 8 fermes champêtres, et ça a représenté à peu près 700 dossiers d'expropriation. 700 dossiers, ça paraît pas important, mais dans 700 dossiers, c'était 700 propriétaires différents. Et oui, forcément. Et vous aviez des propriétaires qui avaient de multiples parcelles ou de multiples constructions. Et ce qui a été réussi, qui ne pourrait plus se produire aujourd'hui, c'est que les négociations ont été menées sur 3-4 années
et avec l'accord des riverains, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune expropriation judiciaire. Toutes les expropriations se sont passées de gré à gré. Ça, on remonte à peu près dans les années 1960, 60 à peu près, 60-65. Et le notaire qui était chargé de s'occuper de tous ces dossiers, elle était sur Saint-Rémy-en-Bouzemont, c'était l'étude du secteur. Et c'était Maître Vermont qui faisait les démarches à l'époque. Pendant 2 ans, c'était la plus grosse étude en France en milieu rural. Pour exploiter ces 700. J'imagine que ça devait pas être simple. Et d'ailleurs, pour bien clarifier quelque chose que tout le monde comprenne bien, j'ai dit tout à l'heure que le lac a été créé entre guillemets en 74, mais 74 c'est juste la date de la mise en eau. Tout à fait. Le projet a dû être très très long, j'imagine. Alors, comme je disais tout à l'heure, des études ont commencé au 19e, à la fin du 19e. Ah oui. Hein. Donc, c'est un projet, si vous voulez, qui a pris beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité, et qui a mobilisé, je dirais, l'énergie de nombreux ruraux. Donc 1974, le projet arrive à son terme. Absolument, c'est la livraison. J'ai cru lire que les villages ont été détruits, démontés avant la mise en eau. Donc il y a eu un moment où je me disais peut-être qu'il y a moyen de plonger pour faire des vues, mais en fait il n'y a rien à voir en dessous. Non. Alors, donc le périmètre a été bien délimité et les techniciens, si vous voulez, dans un premier temps, c'est-à-dire à peu près 4 ou 5 ans avant la livraison du lac, puisque les travaux ont duré à peu près 5 ans, ils ont commencé déjà par couper les accès au village qui étaient répertoriés. Ouais. Ils ont coupé les accès au village répertoriés. Ça, c'était après les expropriations. Ensuite, le côté le plus douloureux, ils ont été sur les 3 cimetières de Champaubert, de Nuisemont et de Chancoq pour, je dirais, extraire les corps qui étaient dans les tombes. Eh oui, forcément. Et chaque fois qu'on avait programmé le retrait d'un corps, donc la famille était invitée, un élu était là, on remettait les corps sortis des tombes anciennes dans un nouveau cercueil et on allait, la plupart du temps, les déposer ou sur le nouveau cimetière de Giffaumont, Ouais. où vous avez 2 cimetières, si vous voulez, bien particuliers, symbolisés par une petite chapelle, un secteur donc bien répertorié pour Champaubert et un secteur bien répertorié pour Chancoq. La même chose pour Nuisemont. Vous avez parlé tout à l'heure de l'église de Nuisemont qui a été transférée à Sainte-Marie-du-Lac. Et vous avez au pied de cette église aussi toutes les tombes de la commune de Nuisemont. Ah, donc elles ont été remises avec l'église. Voilà, tout à fait. Oui, parce que traditionnellement, on a le cimetière avec l'église d'ailleurs. Oui. Alors, donc suite à ça, je dirais c'est un peu particulier pour Sainte-Marie-du-Lac. Vous avez 2 églises, parce qu'il y a l'église du village ancien des Grandes Côtes, qui est toujours pratiquée régulièrement lorsqu'il y a des cérémonies, des mariages, des sépultures, des choses comme ça. Et vous avez une seconde église donc, qui est là au musée avec les corps de Nuisemont. On a parlé donc de la destruction des villages, du déplacement des cimetières. Les habitants, j'imagine, ont dû rester aux alentours. Ça a dû être un crève-cœur pour pas mal d'entre eux, je me doute. Oui. Alors, donc là, on a vu l'enchaînement, si vous voulez, des travaux. Premier temps, on neutralise le périmètre. Après, on a transféré les tombes. Ensuite, on a démonté les maisons. C'était des maisons à pans de bois. Donc quand je dis démonter, c'est parce que certains propriétaires avaient la possibilité de démonter les éléments. Et les déplacer comme on a fait avec l'église de Nuisemont. Et les remonter comme on a fait pour l'église de Nuisemont. À défaut, pour ceux qui ne le voulaient pas, c'était une grande majorité, on a fait tomber les maisons et malheureusement on les a brûlées. Donc il y a eu ça. Il a fallu aussi, parce que sur le plan d'eau qui fait 4800 hectares, il y a à peu près un tiers qui étaient des pâtures.
un autre tiers des champs et un tiers les forêts. Donc il a fallu aussi abattre des arbres. Donc ce qui était important, c'était que la cuvette qui allait servir de cuvette en quelque sorte. Oui, de bassin de rétention. Hein, pour recevoir l'eau, il fallait que ce soit une zone extrêmement propre parce que le lac, en début d'été, à partir du 1er juillet, donc on commence à le vidanger. Pour le vidanger, donc on fait passer l'eau dans un canal qui arrive à Arigny et il faut que la cuvette soit extrêmement propre parce qu'il y a différents barrages, différentes écluses en quelque sorte, mais il ne fallait pas qu'il y ait d'obstacles qui viennent, je dirais, empêcher la circulation de l'eau ou l'empêcher le fonctionnement des écluses. Alors justement, c'est une question que j'allais vous poser parce que je me demandais un peu quel était l'intérêt de détruire les bâtiments. C'est juste pour qu'il n'y ait pas d'obstacles au fond. Tout à fait. Il faut que la cuvette soit extrêmement saine et propre pour pas que ça vienne encombrer les ouvrages. Hein. Et puis les derniers travaux qui ont été entrepris en phase finale, c'est le canal d'Amené, hein, pour amener l'eau de Saint-Dizier, ici là, sur l'ancien lac du Der qui avait été créé en 1936 et créer le canal de restitution sur la commune d'Arigny, puisque le lac du Der est en dérivation de la Marne. Oui. Oui, et on l'a dit tout à l'heure, il est alimenté par un canal. Oui, tout à fait. Le lac du Der aujourd'hui. Alors ça c'était la création du lac et donc on a dit la raison primaire c'était la régulation de l'eau pour principalement pour Paris, mais aujourd'hui il a acquis un intérêt bien plus important, j'ai envie de dire. Disons qu'il a une vocation complémentaire. Hein. Donc pour l'agence de bassin, ils sont responsables de l'eau, hein, c'est ce qui les anime. Hein. On a vu. Donc ça, c'est les raisons d'un lac, régulier cours de la Seine. Après, les conséquences, on l'a vu sommairement, c'est les villages disparus. Et quand on était en phase finale des travaux, d'ailleurs les Parisiens et les locaux l'avaient imaginé, que ça allait attirer du monde, ça allait susciter une certaine curiosité, et que l'été, le site serait, je dirais, assez fréquenté. Donc, suite à cette prise de conscience, puisque le lac il est sur 2 départements, il est sur la Marne et la Haute-Marne. Les 2 départements ont créé, avec l'accord de l'agence de bassin, un syndicat mixte pour créer des activités touristiques. Alors, en gros, on peut les définir, les activités touristiques vers ce qui est lié à la nature, la forêt qui est à proximité, donc les balades à vélo, des choses comme ça, ou des chemins pédestres, et puis aussi des activités bleues, tout ce qui est lié à l'eau. Donc à l'eau, ça peut être la voile, ouais. C'est le ski nautique, c'est la pêche. La plongée aussi, j'imagine. Il y a la plongée, il y a des plages qui sont équipées. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces équipements attire énormément de monde, c'est-à-dire que le lac est aujourd'hui une des principales destinations de la région Champagne-Ardenne. Et oui, il brasse beaucoup de monde, j'imagine. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, alors hors caméra, mais pardon, le port qui est sur le lac est absolument immense pour un port de lac. Oui, et là encore, c'est le plus important, mais vous avez 2 autres ports avec une capacité un petit peu réduite par rapport à celui-ci. Vous avez 2 autres ports, un qui est sur la commune d'Arigny, le club nautique des Amis du Der, et vous avez sur la partie Haute-Marne, là de l'autre côté de l'église de Jean-Paubert, le port d'origine du lac du Der, et celui-là aussi attire énormément de monde. Donc 3 grands ports, si on cumule, ça fait à peu près 800 anneaux, 800 bateaux qui sont là sur le périmètre. Donc là, je viens de vous parler un petit peu du tourisme vert et du tourisme bleu. Et le lac aussi, le lac du Der, il est dans un couloir, si vous voulez, qui concerne la migration des oiseaux. Oui. Qui vont du nord au sud, hein, la transhumance en quelque sorte des oiseaux, hein, qui vont du nord au sud. Et vous avez donc, à partir du mois de septembre, octobre, toutes
les oies en particulier, Ouais. et les oies et puis les grues qui viennent du nord. Pour certaines, elles passent quelques jours ici-là avant de redescendre dans le sud pour même quelquefois aller jusqu'en Espagne. Oui. Et on les retrouve, ces oiseaux migrateurs, on les retrouve au retour au mois de mars, avril. Donc vous avez une population énorme et qui attire énormément de passionnés d'oiseaux. Et j'ai vu qu'à plusieurs endroits d'ailleurs il y a des observatoires ornithologiques. Absolument. Tout le tour du lac quasiment. Absolument. Oui, oui. Et ça m'étonne pas, c'est normal, avec une surface pareille, il est normal que ça attire des oiseaux et que ça leur serve d'étape. Donc le lac, je dirais du mois de mars jusqu'au mois de septembre, il est fort fréquenté. C'est une des plus belles destinations du secteur et vous avez pu remarquer que tout est en respect de la nature, tout est harmonieux. Et c'est l'occasion de passer dans le périmètre pour des familles, des jours de vacances à des coûts absolument très compétitifs, des coûts raisonnables et avec de multiples activités. Et pas très loin. On n'est pas au Brésil quoi. Oui, ça c'est. J'ai pris cet exemple-là au hasard. C'est une autre échelle. C'est une autre échelle. Non mais il y a de très belles choses à voir chez nous. Et je vais vous dire une chose, moi qui suis très amateur, j'ai une petite tendance sur ma chaîne à aller chercher des sujets historiques parce que j'aime ça. Et que ce soit en France ou en Espagne, il n'y a pas besoin de gratter très longtemps pour trouver des lieux chargés d'histoire. Il y en a partout. Il suffit, si vous voulez, d'avoir, je dirais, de l'application et de l'attention, mais souvent dans son périmètre, il y a des pépites, il y a des choses qui méritent, si vous voulez, d'être vues, de nous passionner. Et finalement d'aimer son périmètre. Tout à fait. Et pour moi, il me semble important de parler de l'histoire des lieux que je traverse, parce que, alors c'est peut-être que ma logique à moi, mais ça me semble étroitement imbriqué avec ce que le lieu peut être aujourd'hui. Par exemple, ici, j'aurais pu faire un sujet en parlant juste de ce qu'est le lac aujourd'hui, des activités touristiques, etc. Mais parler de ça sans parler de comment ce lac est venu à exister, moi ça me paraît pas logique. Je pense qu'il est important et puis il faut connaître son histoire, sans ça le bon et le moins bon de l'histoire, sans ça elle va forcément se répéter. Alors l'intérêt aussi de ce lac, donc on l'a vu au régulier cours de la Seine, mais pour bien l'évaluer, pour bien l'apprécier, pour bien l'identifier, il faut le voir, je dirais, à deux périodes de l'année. Je dirais comme en ce moment, où on est, si vous voulez, à la phase haute, c'est la marée haute, on le voit avec le maximum de sa capacité en eau, et il faut le revoir au mois d'octobre ou novembre. Quand il est plus bas. Quand il est plus bas, il est vidangé, il est vidangé pour de nouveau recevoir les crues de l'hiver. Et je crois, enfin on m'a dit en tout cas, d'ailleurs nous ne le verrons pas aujourd'hui parce qu'il est haut, mais je crois que les fondations d'un des trois villages peuvent être aperçues lorsque le lac est bas. Je ne sais plus lequel. Alors, c'est vrai, dans les trois cas, Champaubert, Chantecoq et Nuisemont, donc lorsqu'on est sur l'emplacement des anciens villages, on découvre les fondations des constructions. Par contre, il vaut mieux aller sur Champaubert, au pied d'église, parce que là, on n'est pas dans l'enceinte du plan d'eau, on est juste en bordure. Parce que le périmètre d'eau, lorsque le plan d'eau est à sec, n'est pas accessible au public pour ne pas déranger les oiseaux. Par contre, de Champaubert, de l'église, donc domaine public, on peut voir à 20 ou 30 mètres ce qui est à l'intérieur du plan d'eau et les anciennes constructions effectivement que vous venez d'évoquer. C'est logique puisque l'église de Champaubert, elle, n'a pas été déplacée, donc le village se trouvait à cet endroit-là précisément. Absolument, absolument. Alors toi qui viens de regarder cette vidéo, j'aimerais bien savoir, dis-moi dans les commentaires si tu as apprécié l'histoire de ce lieu. N'hésite pas à remercier Daniel que moi-même je remercie d'avoir répondu à mon appel. Je pense qu'il a pu nous dire énormément de choses que je n'aurais pas trouvées
tout seul. C'est pour ça que j'essaye actuellement de trouver des intervenants pour faire les vidéos avec moi. Ça me semble beaucoup plus intéressant que de le faire tout seul. Et donc n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ça nous fera plaisir à tous les deux. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Ça va. Je tenais à terminer la vidéo avec cette vue sur l'église de Champaubert qui est l'un des très rares, l'un des derniers témoins directs du destin presque biblique quelque part de cet endroit. C'est quand je dis que dans mes vidéos je m'intéresse beaucoup à des sujets historiques, c'est vrai, mais c'est pas tellement la très grande histoire de France ou même d'Espagne ou autre qu'on peut trouver dans les livres, non. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la petite histoire locale, celle qu'on risque très facilement d'oublier. On pourrait passer à côté, tu pourrais venir dans cet endroit, profiter du lac, sans trop te poser de questions. Et d'ailleurs, entre nous, si j'en avais les moyens, j'irais bien là tout de suite louer un voilier et raviver un petit peu mes très vieux souvenirs d'enfance. C'est vrai que ce côté-là du lac mérite qu'on en parle aussi, il existe, il est intéressant, il est agréable. Surtout quand le soleil daigne sortir. Mais donc, je tenais à souligner l'histoire de cet endroit. Un grand merci à Daniel, notre guide du jour, sans qui je pense que la vidéo aurait été beaucoup moins complète, beaucoup moins passionnante. Merci aussi à l'Office de tourisme de Saint-Dizier qui nous a fourni un certain nombre de photos d'époque que je n'aurais pas pu trouver moi-même. Ces photos ont bien entendu été intégrées à la vidéo avec leur accord. Ça va de soi. Mais tu sais, dans la région, il n'y a pas que le lac. Il y a notamment plusieurs guerres qui sont passées par ici. Il y a des monuments qui ont plusieurs centaines d'années pour ceux qui n'ont pas été rasés par les guerres. Et je pense notamment à la collégiale de Vitry-le-François que j'ai eu l'occasion de visiter avec le président des Amis de la collégiale, une association. Tu vois, encore une visite que j'ai faite avec quelqu'un qui connaît bien le lieu et qui peut t'en parler beaucoup mieux que moi-même. Si tu veux voir ce que Gérald a pu me raconter sur cette collégiale qui ressemble à une cathédrale mais qui n'en est pas une, pourtant on s'y tromperait, eh bien je te mets la vidéo juste là. Donc la collégiale de Vitry-le-François avec le président de l'association Les Amis de la collégiale. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Salut!